Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous cryptoactif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur ces stablecoins qui ont défrayé la chronique depuis quelques semaines à la suite de la chute du stablecoin Terra. Donc on parle de Terra Luna. Nous avons invité sur le plateau de Smart Patrimoine Gonzague Grandval, le cofondateur et CEO de Scheme, qui sera donc avec nous dans un instant pour lui demander si un épisode comme celui-là, dans un contexte de correction du Bitcoin, pourrait venir remettre en cause la confiance dans les stablecoins, justement. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts. Et oui, aujourd'hui, le 8 juin, c'est la dernière journée pour déclarer en ligne ses impôts pour les dernières régions concernées. Certaines régions ont déjà vu la date limite passer. Nous nous demanderons pour cette dernière journée, pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait finalisé leur déclaration d'impôt, comment déclarer ces plus-values mobilières et immobilières. On essaiera de vous donner des conseils concrets puisqu'il ne vous reste plus que quelques heures et pour cela, nous avons convoqué deux experts du sujet. Mickaël Fontaine sera avec nous dans un instant en plateau, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, mais aussi Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste et associé du cabinet BDB Law. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous cryptoactif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux stablecoins. Depuis plusieurs semaines, plusieurs épisodes animent la cryptosphère, si on peut l'appeler ainsi. Déjà une correction sur un certain nombre de crypto-monnaies avec en premier le Bitcoin, mais surtout une chute drastique, voire une arrivée à zéro de la valeur du stablecoin Terra. On parle donc du binôme Terra Luna. On va vous redéfinir tout ça dans un instant. Une question qu'on peut se poser quand on suit ça d'un petit peu plus loin. Les stablecoins sont-ils remis en question? La stabilité même des stablecoins sont-ils remis en question? C'est une question que nous allons poser à Gonzague Grandval, cofondateur et CEO de Scheme. Bonjour Gonzague Grandval. Bonjour Nicolas. Alors les stablecoins, vous connaissez bien puisque vous participez même techniquement à la création de certains stablecoins. Vous avez notamment participé à la création de Lug, un stablecoin qui a été mis en place par le groupe Casino. Quand on suit Terra Luna, et d'ailleurs vous nous expliquerez peut-être comment vous l'avez vécu vous il y a quelques semaines, et qu'on en vient à se demander si ça remet en cause la confiance qu'on peut avoir dans des crypto-monnaies qui sont censées être stables, à savoir des stablecoins. Pour vous, c'est une question légitime aujourd'hui ? Alors, la question est légitime puisque, en effet, on a assisté à un effondrement d'un stablecoin, à 15 milliards de capitalisation, 15 milliards de dollars de market cap qui sont partis en fumée en l'espace de 24 heures. Bien sûr. Donc oui, il est légitime de se poser des questions. Je pense que les réponses qu'on peut apporter à cet événement sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est de savoir distinguer les différents stablecoins, on va y revenir peut-être après. Et le stablecoin Terra est un stablecoin algorithmique, donc c'est un stablecoin bien particulier, qui en plus était adossé à une promesse forte de rendement lorsque son stablecoin était stacké, c'est-à-dire qu'on le loquait dans un smart contract. D'accord. Il y avait une rémunération de 20% par an sur ce stablecoin qui a attiré beaucoup de monde. Et donc, pour faire simple et pour faire vite, sur Terra, c'est un stablecoin algorithmique. Donc, c'est expérimental. C'est vraiment un objectif de nombreux stablecoins de développer un objet complètement autonome qui ne dépende pas d'une banque ou d'autre chose et qui soit stable. Donc, c'est vraiment un stablecoin algorithmique. Tout est réglé par un protocole informatique. Et en plus, faire attention aux promesses qui sont assorties de ces stablecoins. En l'occurrence, une promesse de 20% de rendement. C'est impossible à tenir. Dans ces cas-là, il faut toujours se poser la question de savoir d'où vient l'argent. Si on ne sait pas d'où ça vient, c'est qu'il y a un vrai problème. Les gens un petit peu avisés faisaient très attention à ce type d'investissement. Vous êtes quand même sur une émission qui s'appelle Smart Patrimoine, des rendements à 20%. Moi, j'en vois assez rarement quand même, quand je vois passer un certain nombre d'acteurs sérieux dans cette émission. Donc effectivement, ça peut commencer à alerter. Effectivement. Ça doit alerter. Alors, nombre de participants crypto étaient alertés et vraiment n'ont jamais mis leur argent ou leur épargne pire dans ce type de support et de rendement. D'accord, c'est-à-dire que même dans l'écosystème crypto, effectivement, quand on sort un rendement à 20% sur un stablecoin, donc en fait, on vous propose le meilleur des deux mondes, une monnaie stable, ou en tout cas un crypto-actif stable et un rendement
démesurée, l'écosystème crypto dit attention, nous, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'écosystème crypto, comme l'écosystème financier, se pose des questions. Malheureusement, la cupidité a attiré beaucoup de monde. Certains influenceurs ont fait la promotion de ce système. Tout est toujours trop beau. Et ça a marché, ça a attiré beaucoup de monde. Parfois même, d'ailleurs, des fonds, des gens plutôt sérieux ont mis des quantités impressionnantes d'argent dans le Terra pour avoir ce rendement-là. Ils sont tous fait rincer. Oui, et complètement pour le coup. Et complètement. On se rend compte aussi que le marché finalement a assez bien digéré cet événement. C'était il y a 15 jours, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Ceux qui ont perdu de l'argent globalement savaient les risques qu'ils prenaient. Il y a sûrement eu des manipulations de marché qui ont mené à cette chute catastrophique. Un édifice un peu fragile, plus une manipulation de marché, ça a entraîné cette... Oui, alors on parle, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on parle en tout cas de 7 portefeuilles qui auraient vendu massivement en même temps, par exemple. Alors au début, on pensait que c'était un seul, finalement ce serait 7. Alors, manipulation de marché ou non, en tout cas, ça a le mérite de mettre la lumière sur ce que c'est qu'un stablecoin algorithmique, comme vous disiez, puisque du coup, ce stablecoin donc algorithmique, en fait, n'était pas indexé, n'avait pas de réserve en dollars, en euros ou en monnaie fiat. En fait, c'était, si j'ai bien compris, un stablecoin qui était en fait en parité avec un cryptoactif, donc le Luna, et pour assurer la stabilité, il fallait jouer sur l'offre finalement de Terra, c'est-à-dire brûler du Terra quand il y en avait trop, ou au contraire en rajouter quand il n'y en avait pas assez, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Donc il y a vraiment un levier important sur la valeur du Terra et une difficulté à maintenir la parité lorsque le sous-jacent, qui est lui-même un cryptoactif très volatile, bouge trop. Donc une attaque sur le sous-jacent va perturber la stabilité du Terra, primaire, du Terra. Et c'est ce qui s'est passé ici. En plus, la fondation avait des réserves, cependant, en Bitcoin pour asseoir un peu la crédibilité du système. Ces réserves ont été attaquées aussi, en tout cas mises en défaut avec la chute du Bitcoin. Donc ça a eu vraiment un effet boule de neige. Si on revient justement aux stablecoins plus traditionnels, la comparaison... Je reviens à ma question. Les stablecoins au global sont-ils remis en question maintenant qu'on a expliqué effectivement le mécanisme très rapidement de Terra Luna ? Alors, les stablecoins ne sont absolument pas remis en question. L'intérêt, c'est que ça concentre les regards sur le fonctionnement des stablecoins désormais. Les deux plus gros stablecoins du marché sont l'USDT et l'USDC. Tether et Circle, le stablecoin émis par Circle. À eux deux, ils représentent 140 milliards de dollars de market cap sur les 150 à 200 milliards de dollars de market cap de stablecoins sur le marché. Donc ils sont vraiment ultra dominants. Le stablecoin Tether, c'est donc à peu près 80 milliards de dollars de market cap et 80 milliards de dollars de volume de transactions par jour. Donc c'est un stablecoin extrêmement liquide, utilisé partout dans le monde. Celui de Circle, c'est 50 milliards de dollars et 5 milliards de transactions par jour. Donc un rapport nettement moindre que Tether. Le petit frère, quoi. Le petit frère. Une indication intéressante, c'est qu'il y en a un qui circule beaucoup, qui est très liquide, et l'autre qui circule un petit peu moins, avec des market cap comparables. On peut penser que l'un sert véritablement à des transactions quotidiennes, et l'autre sert davantage à thésauriser. Il va moins bouger. En revanche, ça va être un support de confiance. Parce qu'on revient sur le rôle du stablecoin. Quand on parle de transactions, c'est par exemple d'une monnaie fiat, donc mes dollars ou mes euros. Mais là, effectivement, ils sont plus stabilisés vis-à-vis d'une monnaie fiat qui est le dollar. Ça permet je fais passer en fait mes dollars dans un stablecoin qui crée en fait une réserve de valeur pour ensuite aller les investir sur des crypto-monnaies. C'est exactement ça. Le stablecoin, c'est une réplique du dollar, une image d'un dollar mis en réserve qui a sa version numérique sur une blockchain, généralement sur Ethereum, mais sur d'autres également. Et l'avantage de ce nouveau dollar, c'est qu'il va pouvoir circuler sur les blockchains de façon très rapide, à moindre coût, relativement sur certaines chaînes, et sans risque de contrepartie. Donc je peux envoyer 10 millions de dollars de Paris à Singapour en 30 secondes un dimanche à 17h, ce qui est impossible avec du dollar. Et alors, question qu'on peut tous légitimement se poser, est-ce que ces deux stablecoins sont soumis au même risque que ce qu'on a pu voir sur Terra Luna ? Parce que vous nous avez dit que Terra Luna était un stablecoin algorithmique. Donc les autres types de stablecoins, qu'est-ce qui va faire qu'eux vont être plus stables et plus solides si jamais on vend tous massivement, par exemple, l'un ou l'autre de ces stablecoins ? Alors, ces stablecoins, ce sont des stablecoins qui sont adossés donc, à des réserves.
Donc, une grande partie de leur valeur est liée à la confiance qu'on peut avoir dans l'émetteur. D'accord. Les émetteurs sont des sociétés qui ont des réserves bancaires. En dollars cette fois-ci. En dollars. D'accord, pas en bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie. Généralement en dollars. Pour Circle, c'est très clair. Ce sont des dollars à hauteur de 50 milliards. Voilà. Alors, l'utilisateur va donc regarder cette société Circle, va regarder par qui elle est auditée, et généralement ce sont des grands noms qui vont auditer les réserves de ces stablecoins, pour dire, il y a 50 milliards de dollars sur le marché en crypto, j'ai bien 50 milliards sur des comptes bancaires liquides à tout moment auprès de la société. Donc il faut forcément $1 pour une valeur de stablecoin, quelle qu'elle soit. Il faut $1 en banque pour $1 émis. Il n'y a pas de réserve fractionnaire sur ce système-là. Donc on a vraiment une parité entre la réserve et l'émission. Et c'est ça qu'on va scruter, qu'on va vérifier à chaque instant, c'est de savoir si le dollar est bien backé, assis sur ses réserves. Et donc la confiance qu'on va avoir dans l'émetteur est très importante. Si la confiance commence à faire défaut, ce qui a pu se passer plusieurs fois sur le Tether, qui est moins régulé, qui est moins scruté que l'USDC, eh bien on voit certaines chutes du Tether ou des risques où les gens vraiment vont liquider leur position en Tether pour les prendre en USDC ou en dollars, parce qu'ils craignent la contrepartie Tether d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue contrepartie, quelle qu'elle soit. Donc c'est très important sur ces stablecoins centralisés, émis par des sociétés, de regarder qui les émet, quels sont les principes d'audit et quelles sont les réserves, comment sont constituées les réserves de ces stablecoins. Tether, on sait qu'il y a une partie en cash, mais il y a beaucoup d'autres types d'actifs qui viennent asseoir la réserve d'émission. Mais en dollars, toujours. Toujours plutôt en dollars, quoique. D'accord. Qui sont parfois investis sur des actifs qui eux-mêmes... Sur des actifs un peu plus risqués, parfois des bons du trésor, parfois des cryptos aussi un petit peu chez Tether. Oui, donc ça pose une question de liquidité aussi, même si effectivement il y a la valeur en fait dans les réserves. Une dernière question pour conclure. Je reviens sur, alors pas forcément sur l'épisode Terra Luna, mais sur la promesse de rendement sur un stablecoin. Parce que finalement, quand on regarde le rôle même du stablecoin, on a l'impression que ça n'est qu'un pont ou qu'une réserve de valeur. Adosser un rendement dessus, c'est une hérésie dans le monde des crypto-monnaies ou c'est une façon de se différencier quand on lance un nouvel stablecoin? Alors, c'est une hérésie pour la définition d'un stablecoin. D'accord. Un stablecoin, c'est une monnaie numérique, c'est pas un produit financier. Donc, on distingue bien les deux. La première fonction du stablecoin, c'est d'être une monnaie numérique. Si ça devient un produit financier, considérons-le comme un produit financier, et analysons-le comme tel. Donc il y a des vrais risques sur un produit financier que normalement on a moins sur un stablecoin. Et là la difficulté, c'est qu'on disait qu'on avait un stablecoin, donc les gens se sentaient en confiance en disant c'est quelque chose de stable, adossé à une promesse de rendement sur un protocole de finance décentralisée parallèle. Là il y a un petit problème, c'est que le rendement n'est pas une fonction d'un stablecoin. Bon, et je pense que là, pour le coup, il ne faut pas être un expert en crypto pour savoir qu'une promesse de 20% de rendement, globalement, c'est associé à un risque démesuré. Merci beaucoup. Et ça vaut pour tous les mécanismes, en tout cas tous les investissements financiers. Merci beaucoup, Gonzague Grandval. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Scheme. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts. Et oui, un certain nombre d'entre vous ne peuvent déjà plus les déclarer. Et pour ceux qui restent, ils ont jusqu'à ce soir minuit pour déclarer leurs impôts en ligne. Alors, le délai est court, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas complètement finalisé leur déclaration. Peut-être que certains ont envie de la relire une dernière fois avant de effectivement laisser passer la date limite. Et on a voulu se poser la question dans cette émission de la gestion des plus-values mobilières et immobilières, de leur déclaration et de vérifier avec le temps qui nous est imparti si nous avons tous réalisé si nous avons tous rempli les bonnes cases et si nous avons intégré les bonnes exonérations ou en tout cas les bonnes plus-values. Pour cela, nous avons invité deux experts pour nous détailler tout ça. Mickaël Fontaine, tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Mickaël Fontaine, vous êtes expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et avec vous, Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé du cabinet BD Bello. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Bon, deux habitués, j'ai envie de dire, de l'émission qui vont nous détailler finalement comment déclarer ses plus-values mobilières et immobilières. Alors on en parlait juste avant l'émission. Pierre-Elliott Blum, les plus-values immobilières sont quand même les plus simples
à déclarer. Il y a quand même 2-3 choses ou 2-3 questions qu'on peut se poser. Mais quand on parle de plus-value immobilière, simplement, c'est la vente d'un bien immobilier qu'on reporte mécaniquement sur sa déclaration d'impôt. Exactement. Alors la plus-value immobilière, comme on en parlait un peu antérieurement à l'émission, en pratique est déclarée par le notaire. Donc, D'accord. quand vous allez céder votre bien, vous allez évidemment avoir des obligations déclaratives auprès du notaire, la rédaction d'un acte de vente, et la déclaration de plus-value est effectuée par le notaire directement. En revanche, ça n'exonère pas totalement le contribuable de déclarer sa plus-value immobilière dans sa déclaration d'impôt annuelle. D'accord. Parce que une grande majorité des plus-values immobilières, à l'exception de la résidence principale qui est exonérée, doivent être déclarées, non pas pour être de nouveau imposées, parce que l'imposition a déjà été prélevée par le notaire, exactement. Ah oui, d'accord. Donc on ne va même pas retrouver le montant, par exemple, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu, parce que ça a déjà été, payé cet impôt-là. L'impôt a déjà été payé par le notaire, enfin ça a déjà été prélevé par le notaire. C'est simplement qu'il faut reporter une grande majorité des plus-values qui sont du coup imposées et imposables, qui ont été imposées, pour des considérations fiscales telles que notamment le revenu fiscal de référence. Alors le revenu fiscal de référence, qu'est-ce que c'est ? C'est en réalité la totalité des revenus du contribuable et qui va servir à déterminer un certain nombre d'exonérations ou d'abattements, ou même pour déterminer le montant de la CEHR, donc la contribution économique sur les revenus. Donc la plus-value, si jamais j'ai gagné, mettons 20 000 € sur la cession d'un bien immobilier, j'ai déjà payé effectivement mon impôt, mais par contre ces 20 000 € vont rentrer dans mes revenus de cette année-là. Exactement. Même si ça n'est pas un salaire. Exactement. C'est-à-dire que vous le mettez dans votre déclaration parce que ça va avoir encore une fois des considérations en matière d'imposition sur certains abattements, sur certaines exonérations, mais l'impôt a déjà été payé. Est-ce qu'il y a des exceptions ? Parce qu'effectivement, vous parliez de la résidence principale. Il y a des dates à respecter, il y a un nombre d'années de détention de biens immobiliers quand on parle d'une résidence principale pour considérer si jamais on si jamais on a la chance d'être exonéré ou non d'impôt sur la cession de son bien. Alors, la résidence principale, c'est le seul bien qui ne jouit pas de nécessité d'antériorité. Bon, il faut évidemment que ce soit une résidence principale, donc on ne peut pas acheter un bien, le considérer comme une résidence principale et le vendre une semaine après. L'administration fiscale aurait probablement de quoi à redire. En revanche, la cession de la vente d'une résidence principale est totalement exonérée d'impôt. D'accord. Les délais de détention, donc la durée de détention dont vous parlez, c'est sur les autres biens. Alors, il y a d'autres cas d'exonération, ça ne concerne pas la résidence principale. Michael Fontaine, justement, sur ces délais, quand on a une résidence secondaire, quand on veut faire un investissement locatif, mais peut-être une résidence secondaire dans un premier temps, il y a des choses à prendre en compte de manière plus particulière. Alors oui, il y a des choses à anticiper. Si vous avez des projets d'achat de résidence principale, vous êtes locataire, vous avez une résidence secondaire, vous souhaitez céder votre résidence secondaire, vous pouvez bénéficier dans certains cas d'une exonération de la plus-value sur la cession de votre résidence secondaire. D'accord. Si cette somme est réemployée dans l'achat d'une résidence principale dans les 2 ans, et il ne faut pas que vous ayez une résidence principale, vous soyez propriétaire de votre résidence principale depuis 4 ans. D'accord. Donc il y a des critères à respecter. Donc on doit pas être propriétaire de sa résidence secondaire depuis plus de 4 ans ? Non. Principale. D'accord. Voilà. Au moment de la cession. Au moment de la cession de la résidence secondaire qui sera réemployée pour l'achat de la résidence principale. Et dans ce cas-là, vous êtes en exonération. Ça veut dire que, mais donc on doit d'abord céder sa résidence secondaire avant d'acheter une résidence principale. Et vous avez 2 ans. Et on a 2 ans pour le faire. Pour réemployer la somme dans l'achat d'une résidence principale. Ça, pour le coup, c'est quelque chose à avoir en tête parce qu'on voit que, alors c'est pas le sujet, mais que dans certaines grandes villes, les prix de l'immobilier sont tels que globalement, il y a plus d'intérêt à être locataire et à aller acheter une résidence secondaire ailleurs si on veut effectivement avoir accès à la mer ou à la montagne. Et si jamais les plans changent, effectivement, on a cette possibilité-là d'être exonéré d'impôt sur son investissement immobilier pour acheter sa résidence principale. Tout à fait. À partir du moment où on respecte ces critères, donc ça nécessite une anticipation et de bien évaluer et de cadencer le timing pour l'achat de la résidence principale. Je fais une question l'un, une question l'autre, puisque de toute façon vous êtes tous les deux experts du sujet. Pierre-Elliott Blum, si j'ai fait toujours immobilier, si j'ai fait un investissement locatif, là pour le coup, et que je l'ai vendu mais que je ne l'ai jamais habité, que ce n'était pas ma résidence secondaire et que je ne réemploie pas les fonds pour acheter ma résidence principale. Là pour le coup, je réalise une plus-value immobilière, effectivement. Je suis taxé et c'est tout. Alors ça va dépendre, le régime de la plus-value va dépendre effectivement des modalités de détermination du revenu, si on est en location foncière ou en location meublée. Donc on a généralement des règles qui sont professionnelles, on a des règles qui sont différentes, avec des exonérations, mais dans la grande majorité des cas, on applique, comme vous disiez, des durées d'abattement. D'accord. Donc au-delà de 5 ans, on commence à avoir un abattement pour durée de détention en matière d'impôt sur le revenu, également en matière de prélèvements sociaux, ce qui permet d'avoir une exonération totale d'impôt sur le revenu
après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention, après 30 ans de détention. À savoir que plus je le déteins, plus la durée de détention est courte, plus je paye d'impôts sur le bien, c'est ça? Exactement. Plus la durée de détention est courte, plus on paye d'impôts sur le bien, et il y a toujours la possibilité d'appliquer des forfaits travaux et des forfaits de frais d'acquisition au-delà de 5 ans de détention du bien qui viennent majorer le prix d'acquisition et donc minorer la plus-value imposable. Alors, ce que dit Pierre Elliott, c'est important, c'est qu'il faut bien, au moment de la cession, pour le calcul de la plus-value, regarder ce qui rentre dans le prix d'acquisition. Donc, le prix d'acquisition, ce n'est pas seulement le prix d'achat, mais c'est aussi regarder les frais associés, frais d'honoraires, évidemment. Frais de notaire, non. Les frais de notaire sortent du prix d'acquisition, pour le coup. Et les frais associés, effectivement, qui ont contribué au coût d'acquisition, et également les travaux. D'agrandissement, de terrasses, et qui vont donner de la valeur à votre bien. Donc attention, bien regarder ce qui peut entrer dans le prix d'acquisition. Donc pour répondre à votre question précisément, il faut regarder chaque ligne, reprendre le code, bien sûr, et regarder si vous rentrez ou pas dans la catégorie. Ça veut dire que par exemple, j'achète, parce que c'est un sujet d'actualité, une passoire énergétique, je l'ai intégralement rénovée, donc en fait je l'ai acheté à pas cher, mais j'ai mis, mettons, la moitié de la valeur d'achat dans les travaux. Mon coût d'acquisition, c'est le total. Alors c'est peut-être caricatural, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce sujet de travaux également. Alors, il faut prendre effectivement les forfaits travaux. Alors, tous les travaux ne sont pas à prendre en compte. C'est des travaux d'amélioration, c'est des travaux énergétiques notamment. Si vous faites de l'agrandissement, que vous en faites un palace, c'est pas forcément déductible. Donc, tous les travaux ne viennent pas majorer le prix d'acquisition. En revanche, tous les frais d'avocat, les frais de comptable si vous avez une SCI par exemple, les frais divers au titre de l'acquisition viennent majorer le prix d'acquisition et donc minorer le montant de la plus-value imposable. Une dernière question sur les plus-values immobilières avant de passer aux plus-values mobilières sur le temps qui nous reste. Est-ce qu'on peut changer de statut? Par exemple, ma résidence secondaire devient ma résidence principale. Mon investissement locatif devient ma résidence principale et a finalement été cédé. Est-ce que là, la plus-value est considérée comme la plus-value d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif, ou ça devient finalement exonéré d'impôts du fait que c'est passé en résidence principale? Michael Fontaine, peut-être? Alors, moi, je donne peut-être la pratique et après la vision de l'avocat. Dans la pratique, vous pouvez changer effectivement d'affectation votre résidence secondaire en résidence principale. Si vous faites une opération de cession un instant de raison après, il y aura quand même, sous réserve de l'avis de Pierre Elliott, mais un abus de droit au regard de la fiscalité. Donc il faut quand même un certain délai pour pas que l'opération soit considérée comme une cession, changement d'affectation et cession pour un avantage fiscal. Je ne peux pas aller en vacances au mois d'août dans ma résidence secondaire pour la vendre en septembre, ça passe pas au niveau de l'administration fiscale. Non, c'est même pas c'est au-delà de l'abus de droit, c'est que l'administration dirait simplement ce n'est pas votre résidence principale, il n'y a pas d'antériorité assez importante. Donc c'est pour ça qu'on conseille nos clients lorsqu'ils veulent céder un bien qui constituerait le cas échéant leur résidence principale, et d'anticiper un petit peu cette session-là, donc de ne pas aller vivre une semaine avant, 2 semaines avant, mais de le faire à minima 1 an et demi, pour vraiment créer une antériorité, le déclarer, avoir la chance de déclarer au moins une fois dans sa déclaration d'impôt, donc changer sa résidence dans sa déclaration d'impôt au titre de son domicile fiscal, et de créer une certaine vie dans cette nouvelle résidence pour bénéficier de l'exonération de la résidence principale. Alors bon, là on a passé un long moment sur l'immobilier, parce qu'effectivement il y a plein de questions qu'on peut se poser, puis c'est quand même un investissement, ou en tout cas une acquisition très répandue chez les gens qui nous écoutent, sur les plus-values mobilières, donc à savoir tout ce qui est en lien avec les investissements, avec les instruments financiers, notamment les actions. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Peut-être la pratique avant d'aller vers plus la théorie finalement, hein, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Michael Fontaine, les actions, les investissements financiers, là ça fait toujours un peu peur, on ne sait jamais quel est le chiffre qu'il faut prendre, si c'est sur des marchés cotés ça change tous les jours, donc comment est-ce qu'on gère ce genre de choses? Effectivement, il y a plusieurs cas à distinguer. Donc il y a les plus-values sur les marchés cotés, où vous allez avoir une information de votre intermédiaire financier qui va vous dire voilà, la plus-value que vous avez réalisée, qui a déclaré. Alors je vais dire au 31 décembre. Au 30 décembre. C'est peut-être le cas le plus simple. Ça se complique lorsque vous cédez votre entreprise, où vous détenez des droits minoritaires. Donc là, il va falloir étudier dans quel cas vous êtes. Est-ce que c'est dans le cadre d'un départ à la retraite? Est-ce que c'est une cession minoritaire? Est-ce que la durée de détention? Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser avant de
déterminer l'imposition de cette plus-value. Parce que si je pars à la retraite, globalement, on peut légitimement imaginer que j'aurai peut-être une aide de l'administration fiscale. Alors, il y a des abattements qui sont prévus pour l'imposition des plus-values de valeur mobilière en fonction de la durée de détention, et il y a des abattements renforcés dans certains cas, dont le départ à la retraite. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser à chaque fois, pour chaque session, dans quel cas vous êtes, pour savoir si vous avez d'une part un abattement qui est prévu par les textes en fonction de la durée de détention. En dessous de 2 ans, il n'y a pas d'abattement. Après 2 ans jusqu'à 8 ans, il y a des abattements. Et après, savoir si vous êtes dans un abattement renforcé pour des causes spécifiques comme le départ à la retraite. Pierre Elliott Blum, même question du coup sur les plus-values de valeur mobilière. Comment est-ce qu'on les prend en compte d'un point de vue fiscal? Donc effectivement, il y a les actions qu'on peut détenir sur des marchés cotés et il y a les actions qu'on peut détenir en propre, alors qu'on soit dirigeant d'entreprise ou qu'on ait simplement eu l'occasion de monter au capital d'une entreprise dans laquelle on a travaillé pendant longtemps. Exactement. Donc en fait, quand on est actionnaire d'une société ou qu'on a des actions en bourse, prenons le cas des actions en bourse généralement, ou sur un compte titre par exemple, et qu'on réalise des plus-values, chaque année, l'établissement financier envoie ce qu'on appelle un récapitulatif annuel avec le montant des plus-values déclarées. Et c'est un montant qu'on déclare dans la déclaration 2042C, qui est en réalité assez simple à faire, puisqu'on s'en tient à ce qu'a déclaré l'établissement financier, avec évidemment un contrôle, une vérification. Donc globalement, c'est ce qui apparaît déjà quand on déclare numériquement ses impôts, et il n'y a pas besoin de vérifier. C'est ce que vous nous dites? Alors il faut vérifier. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des erreurs, comme ça reste quelque chose d'humain, donc il y a forcément des erreurs, enfin forcément non, mais ça arrive, donc il faut quand même vérifier. Souvent c'est pré-rempli, il arrive que ce ne soit pas pré-rempli, donc il faut toujours vérifier pour s'assurer qu'on a bien déclaré tous ses revenus de capitaux mobiliers. Si ce n'est pas pré-rempli, ça ne veut pas dire que la banque a oublié et que du coup ça peut être un oubli de l'administration fiscale, ça peut être un problème administratif quelconque, donc voilà, il faut tout le temps vérifier, que ce soit les montants des dividendes. Alors là on n'est plus sur les plus-values, mais c'est la même chose, ça reste un établissement financier qui déclare. Donc les dividendes, les intérêts, le prélèvement qui a été fait déjà, le prélèvement à la source. Il faut vérifier les frais et charges qui sont aussi déductibles. Donc il faut vérifier tous ces éléments-là. Mais au-delà de ça, il faut surtout arbitrer sur le régime fiscal applicable. Parce qu'aujourd'hui, en matière de plus-value de valeur mobilière, on peut soit le déclarer au prélèvement forfaitaire unique, donc au taux de 30%, soit au barème progressif à l'impôt sur le revenu. Et c'est une option que l'on prend pour être imposé. La meilleure des deux options. On prend exactement. Étant précisé que l'option s'applique sur le tout. Donc on ne peut pas panacher en disant voilà, sur ces revenus-là, sur ces titres-là, je veux prendre le PFU et pour l'autre, le barème progressif. Donc c'est quelque chose qu'il faut étudier pour déterminer qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et pour reprendre ce que disait Mickaël, sur les abattements de durée de détention, il ne s'applique que lorsque l'on opte pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu et pas pour le prélèvement forfaitaire unique. Une dernière question très rapidement, puisque ça doit être le cas de figure d'un certain nombre de gens qui nous écoutent. J'ai eu un don d'action. Alors ça peut être un don d'action parce qu'on me les a offerts, ou alors on m'a donné des actions du fait que j'ai travaillé dans cette entreprise, ou un mécanisme de stock auction. Là, quelle est la valeur sur laquelle on se base pour déterminer une plus-value? Alors là, c'est différent. Si on fait une donation classique, c'est la valeur dans l'acte de donation qui fait foi, qui est considéré comme le prix d'acquisition. En revanche, pour les stock options ou les BSPCE ou les actions gratuites, c'est différent. On a un régime qui est particulier. Prenons l'exemple des actions gratuites. On a une action qui est octroyée à un salarié, donc elle est gratuite. Donc si vous voulez, on part d'une base de 0. Avec un délai pour ce qu'on appelle activer entre guillemets l'action. Généralement, c'est une durée de vesting qu'on appelle sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout dépend des objectifs qui sont fixés. Et au moment où on active, où on exerce l'action, le salarié paye un montant à une valeur qui est souvent décotée. Et ça fixe la valeur de l'action. Ça fixe la valeur d'acquisition. Et ensuite, au moment de la cession, on a le prix de cession. Donc si vous voulez, il y a deux plus-values. Il y a une plus-value d'acquisition, qui est la différence entre la valeur d'acquisition, donc par exemple Bien 10, sûr. et la valeur d'octroi qui était de 0. Et il y a la plus-value de cession, qui est la différence entre la valeur cédée et le prix d'acquisition. Et on finira là-dessus. Malheureusement, le timing nous l'impose. Merci beaucoup Pierre Elliott Blum, avocat fiscaliste associé du cabinet BD Bello. Et merci Mickaël Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart. Ouais, là,